aujourd'hui, je prends une autre casquette, je représente une fédération. L'objectif dans la présentation, c'est de vous situer d'abord quelle est la place des HAD au niveau national autour des prises en charge palliatives à domicile. Peut-être de faire un rappel aussi sur les fondamentaux de l'HAD, parce que ça explique un certain nombre de choses en termes de positionnement, d'opportunités et parfois aussi de contraintes. Et puis de faire le point sur l'existence des relations. Alors ça sera plutôt une approche, parce que c'est difficile d'avoir des éléments dans ce domaine-là. Et puis je terminerai sur des choses qui peut-être seront plus dans la continuité de ce qui a été dit ce matin sur les enjeux, les perspectives. Alors quelques chiffres, là pour vous situer l'activité globale d'HAD au niveau national et avec son découpage régional. Vous voyez qu'on est encore dans une activité qui est relativement hétérogène par région, avec une surreprésentativité dans nos départements et territoires d'outre-mer. C'est assez surprenant. Hein. Donc, voilà, ça fonctionne comme ça, donc il y a probablement des spécificités sur ces territoires-là. Vous avez aussi la croissance de l'activité sur les 5 dernières ou les 7 dernières années, et on voit que globalement l'activité d'HAD en France est une activité qui est en développement et dont le développement a été accompagné en particulier par le ministère de la Santé. Quand on regarde aussi les moyennes, donc je m'appuierai plus sur la moyenne métropole, actuellement ça correspond à peu près à un taux de retour ou de place d'une vingtaine de places pour 100 000 habitants. Il faut savoir que la cible qui a été rappelée en novembre dernier est plutôt pour les 5 ans à venir autour de 35. Donc on est toujours dans une perspective de croissance. Là vous avez la répartition régionale, donc ce n'est que la mise en carte de ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on regarde aussi la répartition du nombre de journées par région, on voit que finalement il y a une bonne couverture sur une majorité de départements, mais qu'on a encore quelques départements qui sont sous-dotés, et en particulier parce que l'HAD peine à se développer, mais je pense que c'est la même chose pour les réseaux de santé, sur un certain nombre de territoires, et en particulier de territoires très ruraux, et ça pose aussi la question de la capacité à mobiliser les effecteurs. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur les questions de relative désertification médicale. Alors maintenant, si on regarde en termes d'activité de soins palliatifs, alors il faut savoir que l'HAD est soumise à la T2A, puisque c'est un établissement de santé, et que cette T2A donne des critères restrictifs du codage de soins palliatifs. Donc là aussi, je reviendrai sur la question des critères et du travail qui a été fait avec la SFAP et la CNAM sur un algorithme de contrôle. Donc l'activité qui est codée soins palliatifs et qui représente, vous voyez quand même une part significative, c'est plus du quart de l'activité des HAD, c'est déjà un niveau de prise en charge dans un dispositif gradué qui correspond aux patients les plus complexes et qui correspond à une approche qui est toujours interdisciplinaire. Mais ces patients qui bénéficient d'une démarche palliative en HAD, on les retrouve au travers d'autres modes de prise en charge. Le mode de prise en charge, c'est la façon dont on codifie en HAD. Mais vous avez un certain nombre de patients qui sont classés en pansement complexe, ou qui sont classés en nursing lourd, ou en nutrition, ou en surveillance post-chimio, je ne parle pas de la chimiothérapie, ou en assistance respiratoire, et qui sont des patients qui bénéficient d'une démarche palliative et pour lesquels soit le modèle conduit à ce qu'on les code différemment, soit parce qu'ils sont dans des phases qui sont pas très avancées, conduit à ne pas les faire apparaître en mode de prise en charge sans palliative. Donc globalement, l'activité palliative en HAD, elle est vraiment très significative. Donc vous l'avez sous une autre forme, on voit que ce premier mode de prise en charge, c'est bien les soins palliatifs. Quand on regarde une approche par la SYNVIS et des maladies qui sont des patients qui sont admis en HAD, la lettre C, c'est les tumeurs. Donc 30% des journées se font autour de patients qui sont atteints d'une infection tumorale. Et puis, donc, le L, c'est des affections cutanées. Vous voyez que la neurologie, 10%.
Hein. Donc on n'est pas à des pathologies graves, chroniques, et souvent des patients qui ont des parcours qui vont impliquer une démarche palliative dans un temps de leur prise en charge. Alors quand on regarde la durée moyenne de séjour, c'est pas tant la durée moyenne de séjour là, qui m'intéresse, mais c'est aussi le Karnofsky moyen. Donc, vous savez, le Karnofsky, c'est l'indice d'autonomie en cancérologie, mais c'est celui qui est utilisé aussi pour la tarification en HAD. Et on voit que le Karnofsky moyen des patients qui sont côté soins palliatifs, il est à 20%. Donc ça montre que les patients qui sont en HAD sont bien des patients très dépendants et probablement pas tout à fait les mêmes patients que ceux qui sont suivis par les réseaux, ou au moins s'il y a un suivi conjoint, ça ne se fait que sur une phase de la maladie. Alors un dernier focus sur la trajectoire des patients. Et je prends juste la partie basse du schéma avec la trajectoire des patients pour les séjours de soins palliatifs. Donc dans ces séjours-là, il y a 35% de patients qui ont des décès à domicile. Il y a 12% de patients qui vont avoir une interruption de leur séjour HAD parce qu'ils ne relèvent plus à un moment de ce dispositif et ils vont repartir avec une prise en charge de premier recours qui va être plus ou moins coordonnée éventuellement par un réseau de santé. Et on a quand même plus de la moitié des patients qui ont un parcours de réhospitalisation. Donc là, je parle par séjour, je ne parle pas par patient. Donc vous avez potentiellement plusieurs séjours pour le même patient. Donc je n'ai pas de chiffre pour vous dire que la proportion de patients qui décèdent à domicile. En tout cas, l'objectif pour nous, et je pense que c'est le même pour les réseaux, ça n'est pas d'avoir absolument un décès à domicile. On est là pour permettre aux patients qui le souhaitent d'être accompagnés dans sa fin de vie. Alors, quelques éléments de contexte réglementaire. L'HAD, c'est un établissement de santé. Et ça, c'est quelque part l'histoire qui nous a conduit à ce dispositif. Donc, c'est un établissement de santé sur le plan réglementaire. Et en même temps, son champ d'exercice, c'est le domicile. Donc le fait qu'il soit établissement de santé le conduit à avoir un certain nombre de règles et à suivre un certain nombre de recommandations. En particulier, nous avons toutes les règles qui sont autour de la certification. Donc il y a un certain nombre de critères qui concernent la démarche palliative, la fin de vie, les droits des patients. Ça veut dire que toutes les HAD doivent mettre en œuvre ces dimensions-là. Ça permet aussi l'accès à la réserve hospitalière qui a été citée tout à l'heure. Donc, l'HAD s'inscrit clairement dans un système gradué de soins à domicile pour prendre en charge les situations les plus complexes. Je crois que ce qui était évoqué tout à l'heure correspond tout à fait à la vision caractéale. Les patients qui ont les situations les plus simples, c'est le premier recours. Si la situation est dans une complexité plus importante, le premier recours éventuellement coordonné par un dispositif qui peut être un SIAD quand il y a besoin de soins d'hygiène ou qui peut être par un réseau de santé. Et puis l'HAD, c'est une petite proportion de patients, souvent pour un temps du parcours, mais pour des patients qui nécessitent une approche pluriprofessionnelle, interdisciplinaire et qui a souvent une intensité de prise en charge. Intensité, ça peut être technicité, mais ça peut être aussi dans d'autres dimensions, et en particulier en termes de dimension psychosociale. Donc ça veut dire que l'HAD est effecteur de soins, contrairement au réseau, il assure la prise en charge et il la coordonne dans une coordination de proximité avec une certaine intensité. Et c'est à la fois une coordination soignante et une coordination médicalisée. Donc l'HAD est un dispositif médicalisé à domicile qui doit développer, et je sais que c'est pas vrai sur toutes les HAD, mais ça c'est la cible, une astreinte et une régulation médicale et un appui de la médecine de premier recours. Et l'HAD est aussi autorisée d'intervention dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc inscrite depuis 2007 dans les EHPAD et depuis 2012 dans les autres secteurs, et en particulier dans le handicap, mais relativement peu présent à ce jour. Alors,
l'organisation n'est pas fixée. Le cahier des charges est fixé, mais l'organisation va varier en fonction de la structure. Alors, des statuts qui peuvent être différents, mais aussi des modèles d'organisation qui sont, en fonction des choix institutionnels, très différents. Certains ne fonctionnent qu'avec des salariés. Donc, le lien avec la médecine de premier recours doit se structurer d'une certaine façon, mais c'est souvent générateur de rupture dans le parcours du patient. D'autres HAD fonctionnent exclusivement avec des professionnels de premier recours, sauf souvent pour la dimension de soins d'hygiène ou des aides-soignants qui sont salariés et du personnel de coordination salarié. Mais il y a une HAD qui fonctionne même sans aide-soignant. Et la plupart sont sur un modèle mixte qui se situe entre ces deux extrêmes. En ce qui concerne les soins palliatifs, donc étant établissement de santé, projet soins palliatifs obligatoire dans l'établissement, et les adhérents remontent bien ça, une nécessité d'avoir accès à des compétences. Donc c'est compétences internes, formation, professionnels souvent qui ont fait des DU de soins palliatifs. Quand je regarde quels sont les profils des médecins coordonnateurs, le premier DU, c'est celui de soins palliatifs. Ensuite vient la douleur, puis après c'est relativement dispersé. Mais pour certaines structures, étant donné la polyvalence de l'HAD et le fait que certaines structures sont petites, une difficulté à avoir des compétences en interne. D'où la nécessité de savoir mobiliser la compétence en externe et d'aller la chercher souvent sur cette compétence d'appui des réseaux de santé ou des équipes mobiles ou éventuellement des USP en fonction de l'organisation du territoire. Donc, cette variabilité d'organisation questionne déjà l'articulation avec les réseaux, parce que quand une HAD ne fonctionne qu'avec des libéraux, on voit bien qu'elle va mobiliser les mêmes acteurs. Donc, comment, quand et avec quel cadre. En termes de soins palliatifs, l'HAD, elle bénéficie d'une annexe dans la circulaire de 2008. Je vous rappelle, c'est la circulaire qui touche à l'organisation des soins palliatifs. Donc, on a en gros par grande structure une annexe. Donc, l'annexe 4, c'est l'HAD. Donc on retrouve beaucoup de choses qui sont listées, les conditions de prise en charge et le fait qu'on s'inscrit bien dans une démarche palliative, mais aussi des points comme l'HAD doit participer à la formation des intervenants à domicile, approche territoriale, formation de ces professionnels. Donc par rapport à ce qui a été dit ce matin, vous voyez, chevauchement potentiel ou complémentarité. Elle ne recommande pas d'organisation type autour des soins palliatifs et elle pose comme principe que l'HAD fait partie du réseau et que le réseau doit pouvoir s'appuyer sur l'HAD. Alors là, ça rappelle peut-être quelque chose à certains qui sont à l'hôpital et qui font du codage. Donc on est face à ce qui est l'algorithme de contrôle de la CNAM pour l'activité HAD. Donc cet algorithme il a été revu cette année avec la SFAF, et puis Vincent Morel est parti, mais en fait il faut qu'on le publie pour le rendre accessible dans sa nouvelle version. Donc ça, je pense qu'on a l'intention de le faire pour le congrès. Donc ce que je veux mettre en évidence, c'est que cet algorithme, c'est pratiquement le même que celui qui est utilisé pour les lits identifiés et les USP. Donc le cahier des charges pour une HAD, c'est celui-là. Et derrière, quand on regarde l'organisation, la graduation des soins au domicile, bah finalement, l'HAD, je ne dirais pas qu'elle est positionnée comme une USP, mais qu'elle est probablement positionnée au moins comme des lits identifiés de soins palliatifs. Et vous avez une variabilité, mais globalement, la compétence des HAD en termes de soins palliatifs s'est considérablement renforcée dans les dernières années. Alors, quelle coopération sur le terrain? Bon, écoutez, pour moi, c'est un peu un point d'interrogation pour pouvoir répondre précisément à cette question. Ce que j'observe, c'est que c'est quand même relativement hétérogène en fonction des réseaux. Alors, pour essayer d'approcher la question, il y a ce que j'entends remonter au sein de la fédération. Il y a aussi ce que je suis allée regarder sur les sites
des ARS, et puis sur les sites des réseaux de santé, et puis les remontées qui peuvent se faire ici et là sur les activités. Donc il y a des régions sur lesquelles il y a une très bonne collaboration et un travail de fond qui a été entrepris. Alors, celui que je connais mieux, c'est celui de la région parisienne, puisque j'y ai participé. Je vois que c'est le cas aussi sur d'autres régions où on a bien compris qu'il n'y avait pas que des questions de concurrence, mais qu'il y avait vraiment des questions de collaboration, un positionnement clair et un échange sur le sujet aidait à la construction. Il persiste des régions sur lesquelles ça reste difficile. Alors ça reste difficile aussi parce qu'il y a des hommes, des histoires, et puis que souvent le premier arrivé se trouve en difficulté quand un autre arrive. On ne va pas rentrer dans le détail, mais la situation, c'est celle-là, c'est-à-dire une hétérogénéité et donc une nécessité d'approcher les choses par secteur. On ne peut pas faire de généralité. Alors la question des articulations. Je reprends un schéma que j'ai trouvé sur le site d'un des réseaux de soins palliatifs. On est sur le texte, le cahier des charges tel qu'il a été défini et qui est en cours. Je ne me projette pas sur les nouvelles missions et ce qui va sortir. Mais en gros, dans cette phase intermédiaire, finalement, le réseau il était positionné comme en coordination, soins et appui, dans une vision relativement large du parcours du patient. En revanche, l'HAD, elle, son cahier des charges lui impose d'intervenir de façon ponctuelle dans le parcours. Alors, si on résume un certain nombre de points autour de la coordination et de l'appui, il y a des questions de culture. Globalement, le réseau de soins palliatifs est plutôt d'une culture que j'appellerais viva. L'HAD, par son corpus réglementaire, par les exercices qu'on lui impose, même si elle vient initialement promue par des acteurs associatifs ou de ville, elle va avoir une coloration, je dirais, hospitalière. Même si ce n'est pas de l'hôpital pur, parce que tout ce que vous avez dit, là, j'entendais tout à l'heure parler du rat et de la morphine, des poils, moi aussi les histoires de poils, j'en ai remonté cette semaine. Donc on est bien confronté à ce même environnement. Mais globalement, on est tiré sur certains points vers l'hôpital et ça donne une certaine tonalité. Bon. Ensuite, en ce qui concerne la coordination, donc la coordination du parcours est probablement plus dans le champ du réseau et d'autres acteurs aussi. Mais l'HAD fait une part de coordination de parcours, en particulier parce qu'elle est souvent sollicitée en sortie hospitalière. L'HAD actuellement, c'est en gros 60% de l'émission à partir de l'hôpital, 40% à partir de la ville. Ça, c'est les chiffres nationaux. Quand on est en Ile-de-France, c'est 95% à partir de l'hôpital, 5% à partir de la ville. Donc, l'HAD intervient dans cette portion du parcours et de plus en plus est sollicité par des établissements hospitaliers en conseil, et nous on voit sur notre plateforme GDLAP où les généralistes nous appellent sur une aide à l'orientation. Et on est aussi inscrit dans la vague, c'est-à-dire que l'HAD a la responsabilité de l'organisation de la suite immédiate de son hospitalisation. Quand on regarde la coordination des professionnels, c'est un rôle du réseau, mais ce n'est pas le premier rôle du réseau. C'est un rôle aussi de l'HAD dans le temps de la prise en charge. Donc là, on a des chevauchements, et quand on a une HAD, j'aurais peut-être pu mettre 2 points aussi pour le réseau quand même, hein. Quand on est dans une prise en charge où une HAD travaille essentiellement avec des libéraux, qui elle a coordonné, c'est les mêmes. Donc il va falloir quelque part s'entendre. Et dans les soins de proximité, le réseau, en principe, il n'est pas effecteur, alors que l'HAD est un effecteur. Je dis en principe, il n'est pas effecteur, mais quand vous faites une visite à domicile avec le médecin traitant pour réajuster le traitement, et dans l'entretien avec le patient, et quand Karine envoie sa psychologue à domicile, vous êtes effecteur. Donc il y a une part d'effection quand même et de soins. Et je ne critique pas, j'observe.
Donc ça, dans la réalisation des soins, c'est des questions, parce que c'est des questions pour les futures orientations des réseaux, comme vous l'avez pointé tout à l'heure. En termes de permanence des soins, l'HAD a une obligation de permanence des soins 24/24, déplacement d'un infirmier 24 heures sur 24 à domicile. Si ça n'est pas fait, c'est que l'HAD ne respecte pas son cahier des charges. Ça, je le dis au nom de la fédération. En ce qui concerne la permanence des soins, il y a un certain nombre de réseaux qui ont des astreintes téléphoniques, qui sont des astreintes qui s'adressent aux patients, mais aussi aux professionnels. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, une dimension qui est portée par le réseau, mais une dimension aussi qui est portée réglementairement par l'HAD. On l'a vu même dans la circulaire qu'il y a des charges soins palliatifs. Les HAD vont s'engager aussi dans le DPC. En ce qui concerne l'appui fonctionnel et les expertises, à partir du moment où il y a des réseaux de soins palliatifs, l'expertise, elle est clairement dans le champ du réseau, même s'il y a des expertises aussi au sein des HAD. Mais ça va peut-être être questionné en partie par les évolutions en cours. Alors tout ça nécessite qu'on voit comment on peut s'organiser, parce que tous ces chevauchements montrent qu'il y a des clarifications à avoir, ou au moins des discussions à avoir. Le premier champ, c'est qu'on est tous là pour dire que non seulement il ne s'agit pas simplement de déclarer qu'on veut que les patients soient plus à leur domicile, mais qu'il faut clairement les décisions et les arbitrages se fassent en faveur de ces professionnels du domicile. Parce qu'on voit qu'on a quand même une médecine de premier recours qui va être en difficulté, au moins au niveau des médecins généralistes, avec une démographie qui n'est pas favorable. On voit qu'on a des dispositifs en ville qui sont extrêmement fluctuants et que le manque de stabilité est une vraie problématique pour nous et qu'on va avoir besoin quand même d'une certaine clarification de positionnement dans une organisation qui devient de plus en plus complexe. Je ne reviens pas sur tous ces PAERPA, Maya, la place des pôles, des maisons de santé, des réseaux, des HAD, enfin tout ça, on sent qu'il y a des champs de chevauchement quand même. On l'a dit tout à l'heure aussi, mais la réponse première, au moins dans les médias, c'est une approche par territoire. Donc, je pense qu'il est nécessaire de faire un état des lieux par territoire, parce que c'est fonction de l'histoire des hommes et que les structures sont inégalement réparties. Donc, il faut essayer de voir qui est dans ces plateformes de coordination territoriale qui vont émerger le meilleur pour porter l'esprit de collaboration. C'est des questions de pilotage qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais sur certains territoires, les réseaux sont les plus légitimes pour porter la démarche. Sur d'autres secteurs, il n'y a quasiment pas de réseau et il y a d'autres acteurs. Et sur certains secteurs, il y a des HAD qui travaillent déjà très largement avec le premier recours. Donc je pense que là, les réflexions, elles doivent être territoriales. La deuxième chose, c'est qu'il faut veiller à la viabilité économique des structures. C'est une question actuellement pour l'HAD. Les petites HAD vont disparaître ou vont se regrouper et on n'aura pas de structure en gros en dessous de 60 places parce que ça n'est pas viable avec le cahier des charges que nous avons. Mais c'est vrai aussi pour des réseaux. Quand on a des tout petits territoires, donc la question qui n'a pas été abordée ce matin, c'est la question de la couverture territoriale pour ces réseaux. Pour les HAD, ça se dessine, pour les réseaux, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon champ, je vous renvoie à la question. Donc du coup, ce qu'il faut regarder par territoire, c'est aussi le socle de l'offre pour qu'on ait bien des effecteurs et pas que des coordonnateurs, et pour qu'on ait aussi des compétences à mobiliser, et des compétences en particulier en soins palliatifs. Nous, HAD, nous sommes sollicitants de cet appui en soins palliatifs. Donc, il faut que les acteurs de soins palliatifs s'organisent pour nous l'apporter à partir du réseau. Dans notre territoire, c'est les équipes mobiles. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas de modèle non plus. Et puis, il faut qu'on ait des dispositifs qui soient lisibles. Donc, des réseaux plurithématiques, c'est quand même une approche aussi de la lisibilité pour les usagers, mais aussi pour les professionnels qui ne veulent pas appeler 4 réseaux, en plus que le patient peut être requérant
Donc derrière, c'est sur ces territoires la nécessité de se connaître et de clarifier les articulations. Et un point aussi pour les réseaux, la nécessité d'adapter leur fonctionnement au travail avec une HAD. Quand vous êtes coordonnateur du premier recours sur le parcours d'un certain nombre de patients, vous travaillez d'une certaine façon. Lorsque vous avez recours à l'HAD a des missions de coordination elles-mêmes qui doivent être respectées. Donc derrière, il y a une nécessité d'adapter et de rendre lisibles les choses aussi pour le patient. Donc ça va dépendre aussi des parcours des patients. C'est le travail qui a été fait en Île-de-France. Voilà. Donc c'est le respect des champs d'intervention. Je termine là-dessus. Il y a des questions de ne pas de travailler encore dans l'avenir sur limiter les ruptures dans le parcours de soins du patient. En particulier, les HAD doivent faire l'effort d'intégrer les professionnels de premier recours dans le parcours du patient. Ça dépend des régions et des organisations. Certaines ARS ont mis ça dans le cahier d'échange des HAD. Donc ça évite la rupture auprès du patient. C'est toujours la question du lien HAD-SIAD qui traîne depuis 10 ans et qui n'est toujours pas résolue. Ça entraîne des ruptures pour les patients. Et puis, il y a des éléments favorables qui sont le fait qu'il y a beaucoup de professionnels qui passent des réseaux vers les HAD. Je termine en disant qu'il y a des questions aussi derrière de financement. Parce que le dispositif HAD est finalement un dispositif forfaitaire. Donc, quand le patient a un certain volume de soins, finalement, l'assurance maladie, elle va plutôt choisir de financer au forfait. Aujourd'hui, c'est relativement ouvert. Et je pense que dans l'avenir, on va regarder de plus en plus ce que l'on paye. Et parfois, ce qui est coordonné par un réseau, quand c'est très complexe, c'est une suite d'actes. Vous avez 3 lignes de compte, je ne sais pas, vous avez un certain nombre de mobilisations de moyens. Et le cumul de tous ces moyens fait qu'en fait, on est dans le champ de l'HAD et que l'assurance maladie va peut-être à un moment pas vouloir payer à la ligne et à l'acte, mais il va vouloir payer au forfait. Donc ça, c'est des questions qui peuvent modeler dans l'avenir le prix